qui concentre tous les extrémismes religieux. Vous voyez, par exemple, l'Amérique latine, il n'y a pas cette effervescence religieuse. En Asie non plus. En Asie, il y a quelques spots comme ça, Birmanie, ça. Mais sinon, ce n'est pas une région qui suscite comme ça les extrémismes religieux. Alors, je vais d'abord demander donc à Pierre Codessa de nous expliquer. D'abord, je vais donner la parole à Clarence pour nous expliquer dans ce Moyen-Orient le jeu de l'Arabie Saoudite, y compris d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé de l'extrémisme religieux. Est-ce que l'actuel patron de l'Arabie Saoudite, qui est le prince héritier, qu'on appelle MBS, Mohamed bin Salman, est-ce que ce patron de l'Arabie Saoudite veut vraiment changer, renoncer à la doctrine puritaine extrêmement stricte, extrêmement obscurantiste, wahhabiste? Abdel Wahhab était une sorte de Calvin du sunnisme à la fin du XVIIIe siècle en Arabie Saoudite, et les Wahhabs et les Saouds ont fait, ce sont des familles qui ont toujours été alliées. Alors, c'est la question que je vais poser. Ensuite, Clarence va donner la réponse. Ensuite, notre ami Pierre nous donnera un tableau qui s'interrogera sur les raisons pour lesquelles le Moyen-Orient suscite tous ces extrémistes. Ensuite, je demanderai à Patrick Calvar de me dire quelles conséquences a cette exportation, n'est-ce pas, de cet extrémisme religieux chez nous, en France. Ensuite, je demanderai au général Gomard de me faire un panorama mondial de l'exportation de ces extrémismes religieux qui peuvent être sunnites ou chiites, etc., à travers la planète. Alors, pour l'Arabie Saoudite, Clarence, tu as la parole. Merci, René. Alors, c'est vrai que tu disais MBS qui dirige l'Arabie Saoudite, et on oublie quand même qu'il y a encore son père, qui est le roi. C'est vrai aussi que le roi Salman a adoubé donc son fils préféré, Mohamed bin Salman, le 21 juin 2017, au détriment donc de son cousin Mohamed bin Nayef, qui jouait un rôle très important. Moi, je l'ai vu même en vivant là-bas en Arabie Saoudite. C'était quand même quelqu'un qui collaborait beaucoup justement avec les Occidentaux. C'était Monsieur Sécurité. C'est lui qui d'ailleurs en 2011 avait pu repousser donc les terroristes d'Al-Qaïda du côté du Yémen, puisque c'était venu la plateforme donc, de Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc c'était quand même quelqu'un de puissant. Et là, l'Arabie Saoudite se retrouve avec un jeune de 33 ans, qui effectivement donc, présente comme le calife à la place du calife, mais on se rend compte quand même qu'il commet pas mal d'erreurs, justement, stratégiques, et on le voit puisque il a été propulsé, on va dire, par son père en janvier 2015, vice-prince héritier et également ministre de la Défense. Et c'est d'ailleurs lui qui a provoqué cette guerre au Yémen, dans laquelle bien, les Saoudiens sont empêtrés. C'est un petit peu le petit Vietnam saoudien. Une guerre qui est excessivement chère, presque 7 milliards, on parle de 7 milliards d'euros, et surtout en vie humaine. Plus de 10 000 civils et enfants ont été tués donc, au Yémen. Donc on voit que, si vous voulez, les choix un peu stratégiques de la part donc, de ce jeune prince sont assez aléatoires, mais qui conduisent malheureusement l'Arabie Saoudite à commettre des erreurs quand même qui sont très très lourdes. Ce que je voulais dire également par rapport j'ai envie de dire qu'il y a eu deux périodes.
il y a eu cette période donc avec le roi Abdallah et maintenant avec le roi Salman. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une politique beaucoup plus offensive depuis l'avènement du roi Salman et de son fils Mohammed bin Salman. Rappelez-vous, on parlait très peu de l'Arabie Saoudite offensive sur un plan soit même stratégique ou militaire. Tout se faisait un petit peu, si vous voulez, en catimini. Et là, force est de constater que l'Arabie Saoudite a pris un peu du poil de la bête, depuis aussi que les Américains les ont laissés tomber, et notamment on parle de Barack Obama en 2011, au moment des printemps arabes, et notamment quand ils ont lâché Salman Barak. Et là, effectivement, le roi Abdallah avait vu rouge, a dit nous on coupe les relations que nous avons, malgré le plan Quincy, ça c'est comme tu l'as expliqué, Renaud. Et donc l'Arabie Saoudite s'est dit on va se débrouiller tout seul, et c'est là que la France aussi a voulu s'engouffrer dans la brèche, dans la même ligne que défendait donc l'Arabie Saoudite, avec une arrière-pensée en ce qui concerne les Français, en se disant on va peut-être récupérer des contrats. Sauf que les contrats aujourd'hui, c'est quand même, il y en a très peu qui ont été signés, et on s'est fait notamment, je parle du TGV, puisque ce TGV est revenu donc aux Espagnols. Enfin, c'est juste un exemple, mais c'est tout ça pour vous dire que, en fait, la France a un ami plutôt circonstancié en ce qui concerne donc l'Arabie Saoudite, et que ça pose voilà, des problèmes. Ce que je voulais dire également, en Arabie Saoudite, pour les Saoudiens, ce n'est pas Daesh la bête noire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, François, donc Nicolo, c'est l'Iran. Donc tout est, si vous voulez, conditionné. Ce sont les Iraniens. Je veux dire que pour les Saoudiens, ce n'est pas Daesh. Quand bien même ils ont compris qu'ils pouvaient être aussi la cible de terroristes en 2001, donc pas 2004, pardon, 2003-2004, quand l'Arabie Saoudite a été donc la cible d'attentats, ils se sont dit mince, nous aussi on peut être aussi donc la cible d'actes de terrorisme, et notamment par les enfants saoudiens. Donc par rapport justement, alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite, en ce qui concerne le terrorisme, et sous l'ère, j'ai envie de dire, de Mohamed bin Nayef, a pris quand même des décisions drastiques, chose qu'on ne savait pas forcément, mais à l'intérieur, il y a eu une politique drastique concernant donc l'antiterrorisme. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé aussi des centres de réhabilitation. J'ai visité notamment un centre de réhabilitation de Mohamed bin Nayef, qui était quand même, c'est pas, si vous voulez, c'était quasiment un 5 étoiles. J'ai vu avec piscine, avec des chambres pour recevoir leurs familles, etc. Donc voilà. Sinon, en ce qui concerne, pour revenir à aujourd'hui, parce que je pense que vous avez posé des questions, donc ce sera encore plus simple, mais pardon, aujourd'hui, on se rend compte que l'Arabie Saoudite, à cause, je veux dire, de la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole, est obligée de revoir sa politique sociétale, sa politique bien sûr économique, puisque le prince Mohammed bin Salman a mis en place ce plan Vision 2030, qui tend donc à diversifier l'économie de ce pays, et qui lui impose aussi des changements, donc, des changements sociétaux, avec notamment l'autorisation de conduire accordée aux femmes, permettre aux femmes également d'ouvrir donc des sociétés, etc. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est devenu féministe ou quoi que ce soit, c'est parce que l'Arabie Saoudite connaît une situation, je veux dire, qui est très compliquée, très difficile, et avec tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps, Mohamed bin Salman, en enfermant notamment des membres de sa famille, on n'est pas à l'abri. Mais je dis on parce qu'on va être, de toute façon, on sera de facto, comment dirais-je, on va être, par rapport à ce qui va se passer, moi je pressens vraiment une implosion dans ce pays, parce que ça risque de partir dans tous les sens, et on sera concerné. Voilà, j'ai envie de dire que la France sera concernée. Alors, merci Clarence. Donc l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on ne sait pas encore si elle va réussir sa transformation vers le modernisme. Soit l'Arabie Saoudite va pouvoir devenir un grand pays plus moderne, c'est-à-dire
utiliser sa richesse, avec quand même un prix du baril qui est en train de remonter. Il remonte, je sais pas, il est à 77 $ le baril aujourd'hui, mais il est descendu effectivement assez bas. Mais ça, les jeux ne sont pas faits encore. En revanche, on peut dire, ça c'est avéré, que la politique étrangère de l'Arabie Saoudite a été une catastrophe parce qu'elle a commencé plusieurs guerres qu'elle a perdues. La première guerre, c'était la guerre de Syrie, donc entièrement perdue, parce qu'elle a financé à coup de dizaines de milliards de dollars la guerre contre la Syrie, parce que, comme l'a dit Clarence, il y a cette obsession de l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite ne souhaitait pas que la Syrie devienne une démocratie, bien sûr que non, mais souhaitait que la Syrie rompe son alliance avec l'Iran. La Syrie a refusé, donc l'Arabie Saoudite s'est mise à fond dans la guerre contre le régime syrien et a perdu cette guerre. Elle s'est aussi mis dans une guerre extrêmement cruelle, parce que vraiment de bombardements aériens avec ses amis émiratis contre le Yémen, pays, on va pas parler du Yémen, mais grosso modo le Yémen est un pays où vous avez des montagnards, les houthis, des sortes de chiites, qui sont zaïdites, c'est pas vraiment des chiites comme duodécimains, qui croient aux 12 imams comme en Iran, enfin c'est une sorte de chiistes, et qui effectivement ont pris le pouvoir dans la capitale. Ce sont des bons combattants, ces montagnards, ce sont des bons combattants, ils s'étaient à un moment d'ailleurs rapprochés de l'ancien président Saleh, et les Saoudiens et les Émiratis ont essayé de sauver le gouvernement qui était en place, et en faisant une campagne de bombardement aérien massif qui a provoqué un désastre humanitaire, des épidémies, etc. Et même une petite action à terre. Ils ont promis qu'ils allaient prendre le port d'Hodeïda, ça se trouve le long sur la mer Rouge, là, c'est un port qui se trouve sur la mer Rouge, du Yémen, et ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux armées très modernes, avec tout leur équipement occidental, l'armée émiratie et l'armée, n'est-ce pas, saoudienne, et même les Émiratis qui se prétendent très anti-islamistes utilisent d'ailleurs au Yémen des éléments djihadistes, n'arrivent pas à prendre le pouvoir, et on a une catastrophe qui commence à être de plus en plus dénoncée. Donc on est là, typiquement dans ce cas, dit Pierre au début de cette séance, c'est-à-dire la militarisation des crises. L'Arabie Saoudite n'avait absolument pas besoin d'intervenir dans une crise politique intérieure au Yémen, mais elle est intervenue, elle l'a militarisée, et ça donnait une catastrophe absolue. On ne sait pas comment aujourd'hui comment finir cette guerre. Guerre comme toutes les guerres au Moyen-Orient, qui est aussi parfois alimentée, on parlait de ces djihadistes sunnites qui font alliance aux Émiratis dans le sud du Yémen pour combattre les chiites houthis. Donc une région qui est alimentée par ces extrémismes religieux, et donc c'est ma transition pour te donner la parole, mon cher. Je veux juste intervenir une petite seconde. Si effectivement l'Arabie Saoudite s'est initiée, enfin a provoqué, j'ai envie de dire, cette guerre au Yémen, n'oublions pas, c'était donner une légitimité à ce prince héritier qui est aujourd'hui prince héritier, mais qui était vice-prince héritier et ministre de la Défense, que personne ne connaissait. Et donc c'était de lui donner, si vous voulez, une légitimité. C'est ça qui est important. C'est le premier acte en fait de ce nouveau ministre de la Défense que personne ne connaissait, de ce jeune homme, Mohamed bin Salman, c'est de commencer cette guerre au Yémen qui se révèle une catastrophe pour l'Arabie Saoudite. Alors la justification des Saoudiens, c'est toujours l'obsession, comme ça a été très bien dit, l'obsession à l'égard de l'Iran, puisqu'ils disent nous ne voulons pas d'un Hezbollah
qui menacerait l'Arabie Saoudite comme le Hezbollah au sud du Liban menace Israël. C'est tout à fait exagéré parce qu'en fait, et je donnerai la parole tout à l'heure à François Nicoulot pour les expliquer ça, en fait, c'est tout à fait exagéré parce que il y a un soutien politique, peut-être un peu militaire, mais difficile parce qu'il y a un blocus, des Iraniens pour le Yémen, mais ce n'est pas du tout une priorité de leur politique. Donc c'est très exagéré, c'est une perception très exagérée d'un danger yéménite pour l'Arabie Saoudite qui a provoqué, c'est la thèse brillante de Pierre, la militarisation inutile d'une crise. Tu as la parole sur les extrémismes religieux. Je reviens une minute sur ce que disait Clarence. Transformer un salafiste djihadiste en wahhabite, c'est beaucoup moins compliqué que d'en faire un républicain. Je veux dire, donc les conditions dans lesquelles c'est pour ça qu'on a des taux de réussite de 96% annoncés par l'Arabie Saoudite dans la déradicalisation des combattants. Bon, cela dit, la guerre du Yémen est aussi une guerre intéressante parce que c'est une guerre à trois. C'est rare, ça n'existe pas beaucoup à cette de la planète. C'est-à-dire que vous avez l'Arabie Saoudite qui veut taper sur les Houthis, mais en même temps Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par la CIA comme la partie la plus dangereuse d'Al-Qaïda. On ne sait pas contre qui ils se battent, mais ils se battent certainement. Et puis vous avez les Houthis qui probablement se battent contre les deux autres. Donc c'est un scénario de guerre qui mériterait d'être étudié par des responsables du renseignement militaire, parce qu'on ne sait pas comment ça ressemble à un film des Groucho Marx, vous savez, où les gens distribuent des crêpes et on ne sait jamais qui va finir à la fin. Alors, je reviens une minute sur la question, comment dire, presque théosophique, si vous voulez, de cette région. Bon, n'oubliez pas que pour nous, j'entends pour toutes les religions monothéistes, évidemment, c'est une région qui a une dimension théologique extrêmement importante, et que ce que beaucoup de philosophes, de politistes ont constaté, c'est évidemment le retour du religieux un peu partout sur la planète, mais nous, on était sur Nietzsche et sur Voltaire, si vous voulez. Bon, ce qu'on n'est pas rendu compte, c'est que le contemporain de Voltaire, c'était Abdelwahab. Alors, j'ai bien l'impression qu'Abdelwahab est en train de gagner le match, hein, que Voltaire et Diderot sont plutôt en recul. Alors, donc on a en fait une véritable évolution, et c'est celle sur laquelle je travaille, c'est la poussée des radicalismes. La distinction que font les sociologues entre le fondamentalisme et le radicalisme, c'est que le radicalisme est une légitimation de la violence. Les Mormons, ils ne cherchent pas à vous embêter. Les salafistes djihadistes, oui. Bon. Et donc, cette poussée du radicalisme qui est très intéressante parce qu'en fait, c'est un mouvement de concomitance dont le point d'impact, en tout cas pour ce qui nous concerne, est là. Je vais vous en citer, si vous voulez, trois exemples. Bon, il y a évidemment le radicalisme chiite qui s'est manifesté en 1979 avec la Révolution, qui a été un traumatisme pour l'autre partie du Golfe, puisque pour la première fois, les chiites reprenaient le leadership sur l'islam révolutionnaire. Le Shah d'Iran, lui, il était le grand frère, de toute façon, personne ne lui contestait son pouvoir. Or là, tout à coup, vous avez un Mollah Khomeini qui est tout à fait, qui va de tenir un discours révolutionnaire. Et une partie de ce discours révolutionnaire, ça va consister à demander la gestion collective des lieux saints. Vous imaginez, pour l'Arabie Saoudite, la gestion collective des lieux saints, c'était vraiment ce qu'on pouvait trouver de pire. Donc, en face de ça, vous aviez institutionnalisé un radicalisme chiite, c'est celui qui est créé par Abdelwahab, qui va se traduire par la Constitution d'Arabie Saoudite, dont je ferai remarquer qu'elle, depuis sa naissance, elle s'est donné le qualificatif de salafiste. Le djihadisme n'étant pas obligatoirement la caractéristique des Saoudiens, parce que, comme tu l'as dit, on leur vend des armes, mais en général, ils ne s'en servaient pas. C'était plutôt des hommes politiques qu'ils achetaient, si vous voulez, parce qu'ils achetaient une garantie de sécurité. Donc le problème, c'est que maintenant qu'ils s'y mettent, ça pose des problèmes, parce qu'effectivement, ils ont une certaine capacité à taper à côté des cibles que les Américains leur désignent, et en particulier dans des écoles. Donc ce radicalisme wahhabite est une caractéristique parce qu'on le qualifie de wahhabite alors qu'il est salafiste. Mais si vous dites ça, vous vexez, notamment au Quai d'Orsay, parce que vous dites comment il faudrait donc se préoccuper de l'Arabie Saoudite. Je m'excuse. C'est un véritable problème. Moi j'ai écrit un excellent bouquin d'ailleurs que j'ai oublié de citer, qui s'appelle Dr Saoud et Mr Djihad, justement sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, où il n'existait aucun document, aucun livre de synthèse. Alors, il y a une autre caractéristique, deux autres caractéristiques religieuses qu'il faut absolument prendre en compte. D'abord, c'est la caractéristique des néo-évangéliques américains. Les néo-évangéliques américains, si vous voulez, c'est une espèce de radicalisation du protestantisme américain, qui en particulier se manifeste sur le fait qu'il y a un soutien conditionnel à Israël. Et pourquoi ce soutien conditionnel à Israël? Parce que dans la lecture théologique des événements que font les néo-évangéliques, la victoire de 67 a montré que le processus préparatoire de retour du Messie sur terre est en marche, puisqu'on est vers la marche vers le Grand Israël. Le Grand Israël, une fois réalisé, sera la preuve que le Messie va revenir sur terre. Bon, ce qu'il ne précise pas aux Juifs, c'est que si le Messie revient, tous les Juifs seront convertis. Voilà, de cette côté, c'est quand même, il ne faut pas se cacher. Troisième caractéristique de ce radicalisme, c'est le radicalisme juif. Aujourd'hui,
vous avez une espèce de déplacement du centre de gravité de la société israélienne vers une espèce de radicalisme juif, dont je ne fais pas historique, mais il est au moins aussi cocasse que le radicalisme intégriste musulman. Et donc ce radicalisme-là, aujourd'hui en termes géopolitiques, dit qu'il est hors de question de céder 1 cm² de la terre qui nous a été donnée par Dieu. Alors, ce radicalisme a une caractéristique, c'est que d'abord il ferme la porte à toute négociation. Chacun d'entre eux, évidemment, se considérant comme le porte-parole de la volonté divine. Deuxième chose, la violence est sanctifiante. C'est pas seulement de la violence, ça veut dire que si vous appliquez la violence, vous gagnez votre paradis. Il n'y a pas beaucoup de place au paradis en ce moment. Hein. Et donc, chacun fait une lecture théologique des événements. Et ça, c'est très caractéristique. Donc, vous avez derrière Trump aujourd'hui un conseil évangélique, justement, qu'il a constitué, où vous avez des personnages qui ont largement approuvé la guerre d'Irak. Et même, je crois que c'était Jerry Falwell qui disait Saddam Hussein, c'est le nouveau Nabucodonosor. Bon, il fallait avoir lu la Bible pour comprendre que c'était Nabucodonosor. Et donc, j'en termine sur 2 points. Aujourd'hui, si vous regardez, là, je prends l'exemple du Yémen, vous êtes dans une guerre de religion. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des guerres entre sunnites et chiites au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, à Bahreïn et même au Nigeria. Et vous avez aussi une guerre des religions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des intégrismes les uns contre les autres. Bon, cela dit, je vous rassure quand même, l'intégrisme est aussi aujourd'hui en train de traverser le bouddhisme et l'hindouisme, mais heureusement, cela ne va pas s'en mêler. Bon, cela dit, c'est pas négligeable hein, quand même, parce que les bouddhistes ont réussi à expulser à peu près entre 700 et 900 000 Rohingyas en moins d'1 an. Donc, on est là aussi dans un tableau géopolitique qui fera que nous aurons à nous revoir. Très bien, merci pour des extrémismes religieux au Moyen-Orient. Alors, ces extrémistes religieux influent sur le jeu des puissances, c'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs vont impliquer, un peu malgré elles, la France et l'Angleterre, puisqu'en fait, cet extrémisme religieux va s'exporter, ou s'exporte, les attentats dans les 2 pays, notamment vers ces puissances, qui étaient les grandes puissances du Moyen-Orient et du Proche-Orient, entre les 2 guerres mondiales, la France et la Grande-Bretagne. Alors, avant de donner la parole au général Gomard pour comprendre quel est l'impact de l'exportation de ces extrémismes religieux dans le monde, je voudrais donner la parole à Patrick Calvar pour qu'il nous explique l'impact sur notre pays, la France, de ce développement des extrémismes religieux au Moyen-Orient. Très vaste sujet. Il y a un livre qui vient, une étude qui vient de sortir, qui est signée Hakim El-Karoui, que je vous incite à lire, qui est l'Institut Montaigne. Moi, je vais faire quelques remarques. Il y a la politique des puissances. On a cité Qatar, Turquie, Arabie Saoudite, Afrique du Nord. Ce sont des politiques d'influence qui visent à influencer donc, les autorités françaises dans le sens et contrôler les populations d'origine. On l'a beaucoup vu d'ailleurs dans l'action qu'Erdogan a menée en direction des populations turques qui sont installées en Allemagne. Ça, c'est la première chose que je souhaitais indiquer, sachant que là, on se trouve donc dans un islam politique, au sens du terme, et avec des visées stratégiques. La deuxième chose dont on parle, c'est terrorisme et radicalisation. Quelle est l'influence sur les jeunes qui sont dans nos pays et la capacité qu'ils ont après à passer à l'action dès lors qu'on leur donne une idéologie qui est véhiculée par différents moyens, les réseaux sociaux étant les plus importants. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que parmi les 15 premières personnes suivies à travers le monde dans leur discours, il y a 4 saoudiens. Et ça, c'est le discours, mais qui est très religieux. Terrorisme, en général, c'est une conjugaison entre une crise internationale, c'est un appel d'air pour des gens qui veulent combattre au profit de l'islam, et il y a des conséquences intérieures parce qu'on a une crise endogène qui est également très forte. Si vous permettez également une remarque, nous sommes souvent bien responsables dans le sens où nous savons trouver des solutions militaires, mais nous ne trouvons jamais de solutions politiques qui permettent de stabiliser les pays dans lesquels nous intervenons. Et ça, c'est un vrai problème.
Nous avons aussi une certaine forme d'arrogance en essayant d'imposer la démocratie un peu partout dans le monde, alors qu'il y a des siècles d'histoire qui séparent ces gens-là du niveau de démocratie auquel nous sommes aujourd'hui arrivés. Et nous, d'ailleurs, il nous a fallu beaucoup d'années avant de pouvoir vivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. À l'intérieur, ce qu'il faut que vous compreniez bien, par moi en tout cas, c'est qu'il y a un rejet profond de notre société par ces gens-là. C'est ça la crise. La crise principale, c'est une crise d'identité. Ils ne se reconnaissent pas dans le modèle, ils ne se sentent pas acceptés, donc ils le rejettent. Si je prends quelqu'un qui est originaire d'un pays d'Afrique du Nord, n'oubliez pas non plus, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le terrorisme tue avant tout des musulmans, c'est les musulmans qui s'entretuent, beaucoup plus qu'ils ne tuent les ressortissants occidentaux dans le pays. Quand vous prenez un exemple, on en a vu beaucoup, ils disent, je prends quelqu'un qui est originaire d'Afrique du Nord, je ne sais pas un pays, il dit, mais je n'ai jamais été ni algérien, ni marocain, ni tunisien, et je ne le serai jamais. Mais je ne serai jamais non plus français. Et donc je suis musulman. C'est en ce sens-là qu'ils sont sensibles à certaines théories, sachant que la plupart d'entre eux ne connaissent strictement rien à la religion, ils ont simplement la volonté d'être reconnus comme un individu et d'appartenir à un groupe. Et ce groupe leur donne des règles de vie dont ils ont absolument besoin. Posez-vous la question de savoir pourquoi un individu qui a vécu que du crime organisé, dont on sait très bien qu'il s'agit de ne pas travailler, de gagner beaucoup d'argent en commettant quelques délits, tout d'un coup il bascule dans une violence qui va être une violence mortifère, mais suicidaire. C'est-à-dire qu'il est prêt jusqu'au sacrifice de lui-même, que quelque part il laisse une trace, à son sens, dans l'histoire. Il y a aussi le fait que dans nos sociétés, il n'y a plus d'idéologie de contestation. Ça semble revenir, mais la fin du communisme n'a plus offert à des gens qui réfutaient le modèle social qui est le nôtre de pouvoir rejoindre des groupes et de le combattre de façon organisée et pacifique. On a une vraie crise de valeurs, y compris chez nous. Donc il y a des effets pervers, puisque à l'inverse, ce sont les crises populistes auxquelles nous assistons, puisqu'encore une fois, on n'offre pas, on ne parle que de réussite sociale, mais on n'offre pas le sacré. Et on confond, voilà, vous permettrez, je vais faire beaucoup d'amis certainement dans la salle, c'est que pour moi la laïcité c'est l'application de la loi, il ne faut pas confondre l'application de la loi et le sacré. Donc j'ai toujours été personnellement très en retrait par rapport à ça. Posez-vous des questions également par rapport au phénomène migratoire, donc, qui génère des peurs qui sont très importantes. Il y a un autre phénomène qui aujourd'hui joue un rôle également fort, qui est celui de la révolution digitale, numérique. Il y a ceux qui appartiennent à la mondialisation, qui voient le monde, qui voyagent, etc. Il y a ceux qui ne voient plus où ils vont. Ils savent d'où ils viennent, ils connaissent leurs parents, ils savent à peu près où ils sont et ne savent pas ce que deviendront leurs enfants demain. C'est un monde qu'ils ne comprennent pas, c'est un monde qu'ils n'auraient pas expliqué. Le fossé se creuse d'autant plus entre les élites scientifiques et les élites politiques et administratives qu'ils ne savent plus où se situer dans la société qui est la nôtre. Donc il y a un rejet global. Et le rejet global, c'est le repli sur soi. Et le rejet global, à un moment donné, il est pris en compte par des gens qui vous poussent à la violence. Si je prends les islamistes, il suffit de 2-3 personnes qui disent « Tu es un délinquant, mais ce n'est pas de ta faute. C'est cette société qui t'a créé comme ça. Cette société ne t'a donné aucune valeur. Donc combat-la. Et nous, on te propose les moyens de la combattre. Et surtout, encore une fois, on te reconnaît tel que tu es, qui tu es. Et on accepte exactement ce que tu représentes. Et on considère que tu es une vraie valeur. Je dirais de façon extrêmement simple pour conclure, c'est que pour moi, en tout cas, on a oublié que l'Église était au milieu du village. Et je suis étonné, et là je parle en tant que citoyen, qu'on puisse avoir des débats sur des sapins de Noël. Je suis désolé, il n'y a pas besoin d'avoir un sapin de Noël pour être croyant, c'est simplement un moment de convivialité, c'est un moment culturel, c'est un moment qui nous appartient à notre ADN ancestral. Et donc quand on est dans une société qui en arrive à débattre de ces choses-là, sachez bien qu'après, on ne peut pas poser des valeurs qui soient en situation de réunir les gens. Et si on pense que la solution sécuritaire est la vraie solution, on se trompe complètement. Aujourd'hui, il y a simplement besoin d'espoir, c'est qu'on dise à des gens, peut-être qu'aujourd'hui il pleut, mais demain il fera beau. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour cette intervention. Et on voit d'ailleurs que, pas seulement d'ailleurs dans les banlieues, les religions à travers la planète sont aussi instrumentalisées pour des luttes plus classiques, des luttes de pouvoir. Est-ce que, en général, vous pouvez nous en dire un mot?
vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à parler d'exportation de l'islamisme ou du terrorisme, parce que finalement, le terrorisme n'en est que l'acte final. Mais certains profitent de ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une exportation. Enfin, Patrick Calvar, il a plus suivi ça que moi, en termes de terroristes et du mouvement de ces combattants terroristes. Mais quand on repense à l'Afghanistan, dont les Russes, dont nous avons parlé tout à l'heure, s'en vont en 1989, donc 10 ans après leur entrée à Kaboul, finalement ce sont les Américains qui ont armé les talibans contre lesquels aujourd'hui les armées occidentales, et j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, nous sommes battus contre les talibans. Et donc finalement c'est devenu Al-Qaïda. Mais c'est au départ, on s'est servi d'eux vraiment pour faire partir les Russes d'Afghanistan. Quand on regarde l'islamisme, aujourd'hui c'est la même chose. Effectivement, Patrick Calvar disait qu'en fait ils se tuent entre eux, c'est vrai qu'ils se tuent beaucoup plus entre eux, c'est sunnites contre chiites, ou c'est chiites contre sunnites. Alors après avec des alaouites ou d'autres, ou des houthis qui sont différentes autres sortes d'islam. Même si, au départ, ils ont le même Dieu, mais en fait ils se tuent beaucoup plus entre eux. Quand je regarde un peu ce qui se passe en Afrique, pour y avoir été de très très nombreuses fois, et vous avez la carte sous les yeux, c'est la même chose en Égypte. L'Égypte, finalement, la lutte contre les frères musulmans et de l'actuel président égyptien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il demande, par exemple, l'aide des Occidentaux pour lutter contre les terroristes, et en fait, il a un foyer terroriste dans le Sinaï, et là, effectivement, il ne veut pas de l'aide des Occidentaux, il se débrouille tout seul pour lutter contre ces terroristes. Alors ce qu'il nous demande, c'est un peu d'imagerie satellitaire ou des choses comme ça, mais il se bat tout seul. En revanche, pour tout ce qui est frontière de l'Égypte avec la Libye, et des passages, en réalité là-dedans, ce ne sont pas forcément des combattants islamistes ou terroristes, c'est plus une prise de pouvoir, et c'est la différence entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Donc en réalité, il y a une même chose, il y a une instrumentalisation. Quand on prend dans la bande sahélo-saharienne, et toute la problématique de l'intervention de l'armée française en 2013 face aux colonnes djihadistes qui arrivaient du nord, vous avez la problématique des frontières dont parlait Pierre Conessa tout à l'heure, c'est qu'en fait vous avez au nord les Touaregs, donc une population plutôt blanche, et vous avez au sud du fleuve Niger, qui traverse le Mali, vous avez des populations noires. Or il s'avère que dans l'histoire, cette population noire a été plus éduquée lors de la colonisation que la population blanche qui a refusé cette même colonisation. Et quand vous prenez la population, pour les Maliens par exemple, ils sont contre le fil du Nord. C'est-à-dire que 90% de la population malienne habite au sud du fleuve Niger et 10% seulement habite au nord du fleuve Niger. Donc en réalité, c'est également la même chose, c'est une lutte de pouvoir et on se sert de l'islam et donc de l'islamisme et donc même chose pour prendre le pouvoir. C'est ce qui a failli se passer en Mauritanie, où effectivement il y a eu une vraie intervention étatique contre les terroristes, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le terrorisme a disparu de Mauritanie. Et quand vous prenez le Nigeria, dont Pierre Conessa parlait rapidement tout à l'heure, c'est exactement la même chose avec Boko Haram. C'est une lutte de pouvoir avec les provinces du nord du Nigeria, qui est un pays gigantesque. Mais quand vous allez à Abuja, vous avez l'impression d'être dans une ville, j'allais dire, un peu occidentalisée, avec une population gigantesque. Vous avez des autoroutes, un périphérique, des 4 voies, des autoponts, etc. Et vous avez les embouteillages le soir et le matin. Vous ne vous sentez pas, alors que quand vous allez dans le nord du Nigeria, vous êtes dans la vraie Afrique telle qu'on se l'imagine. Et puis, j'allais dire que le terrorisme islamiste est très très présent, et on en parle très très peu, en Indonésie, où le nombre de musulmans est le plus élevé au monde. C'est-à-dire que le nombre de musulmans est beaucoup plus élevé en Asie du Sud-Est qu'il ne l'est ailleurs dans le monde, et que même en Arabie Saoudite, ou même que dans le Maghreb. Et c'est là où effectivement il y a des attentats régulièrement. Il y a eu encore des attentats au mois de mai, une série de 5 attentats dans une des grandes villes indonésiennes. Donc c'est permanent, on n'en parle pas ici chez nous. Et puis effectivement l'islam islamiste effectivement est bien en Europe. Effectivement, on a eu nos attentats ici en France sur le sol français, comme on a eu sur d'autres pays européens. Et ce qui est assez intéressant pour aujourd'hui travailler dans un groupe qui est très présent dans les pays d'Europe, c'est la perception du terrorisme vu par les pays d'Europe. Quand vous allez aux Pays-Bas, c'est un non-sujet.
Quand vous allez en Suède, c'est un tout petit sujet. Quand vous allez en Allemagne, c'est un sujet, en Grande-Bretagne, c'est un sujet, en France, c'est un sujet, en Espagne aussi. Mais les autres pays, en Pologne, c'est pas un sujet, en République tchèque ou en Slovaquie, ça n'est pas un sujet non plus. C'est là où, effectivement, l'extrémisme religieux, et en particulier islamique, a différentes façons d'apparaître, mais c'est surtout bien souvent derrière une question de prise de pouvoir. Merci. Merci mon général. Alors, avant de vous passer la parole pour vos questions, je vais simplement demander à notre ami François Descouleaux. Notre question, c'est le jeu des puissances, la paix impossible. Alors, François, la paix, elle est possible ou elle est impossible au Moyen-Orient? C'est bien en effet la question. Enfin, je vais répondre assez brièvement à cela en disant que la paix est impossible, effectivement, et ça permettra de relancer certainement le débat et les questions avec la salle. Je considère que la paix est aujourd'hui impossible. Dans ce genre de situation, quelquefois, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de solution. On est dans des impasses, on est devant une sorte de Rubik's Cube qu'on tourne dans tous les sens sans arriver à trouver la solution. Encore, même image, devant un tableau à plusieurs entrées, mais toutes les entrées attisent en quelque sorte les différents conflits, que ce soit la crise syrienne, la crise israélo-palestinienne, la crise iranienne avec le monde extérieur, la question nucléaire, la crise yéménite. On voit avec une sorte d'absence de culture du compromis, hein, vraiment en ce moment dans une situation où personne ne veut aboutir à une solution de compromis. Vous me direz que l'Europe, au cours des siècles, a connu ce genre de situation épouvantable, mais il y avait en même temps, par moment quand même des ouvertures devant la réunion sur quand même quelques idées communes, ils ont à peine utilisé le mot valeur, mais qui permettaient d'instaurer des périodes de paix entre les crises. Là, franchement, on ne le voit pas arriver. Et la solution doit certainement être trouvée par les pays de la région eux-mêmes, seuls, sans intervention extérieure, parce que toutes les interventions extérieures, on l'a bien vu, n'ont fait que qu'attiser les crises, n'ont fait que les compliquer, que compliquer le jeu. Mais est-ce que les pays de la région, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont capables de se mettre autour d'une table et de trouver un compromis? Ma réponse est non. Alors elle est non. Je m'arrête sur cette Merci de d'avoir le courage d'avoir donné une vraie réponse, cher François. Alors maintenant, je vais donner la parole à la salle. Levez la main.